Bon, j'espère qu'on me verra. Au pire, j'aurai la tête un peu coupée. Première vidéo facecam pour YouTube, tout simplement parce que j'ai commencé le programme Mentorship avec K-Swiss et que une des actions à faire, c'était de faire une première vidéo facecam où on regarde la caméra dans les yeux. Alors, je regarde la caméra dans les yeux. Je vous emmène dans mon entraînement que je vais faire. Donc, ça, je vais filmer comme ça. C'est un peu le concept de Thibaut InShape, c'est-à-dire qu'il avait un micro, il s'entraînait en même temps qu'il vous parle, et puis, et puis voilà quoi. Donc, je sais qu'il modifie un petit peu les angles de caméra. Au pire, vous me verrez à moitié. Ça vous fera un petit truc à regarder si vous voulez, ou même pas, parce que dans tous les cas, je le fais pour moi. Et le but, c'est quoi aujourd'hui? C'est de faire ma séance de deload, dans le sens où j'ai fait une compétition au SBD Showdown ce week-end. Et bon, ça s'est bien passé. J'avais pas des prétentions à être super fort dans tous les cas. Ça s'est plutôt bien passé. Et le but là, du coup, c'est quoi? C'est de recharger un peu les batteries, de bouger un petit peu. J'ai pas grand chose à faire. Je vais avoir un 3x3 en squat à faire à 50 kg, donc c'est très très léger. Mais le but, c'est pas d'être hyper fatigué parce que la compète ça fatigue déjà. Comme dit, c'est une semaine pour récupérer, donc c'est une semaine de deload. C'est pas là où je vais aller faire mes perfs, ça va être juste histoire de bouger un peu. Je vais mettre 50 kg. Après, j'aurai du Romanian deadlift à la barre en 3x6 à faire. Et c'est tout, je regarde juste qu'est-ce qu'on voit là à la caméra. Voilà, je vais mettre comme ça peut-être. Et voilà. Donc ouais, j'aurais juste un 3x6 à faire en Romanian deadlift. Et après, de base, j'aurais dû m'entraîner dans une autre salle, pas ici. Donc j'aurais du 6-6 squat à faire. Et sûrement du lying leg curl à faire. Donc pour remplacer le leg curl que j'ai pas. Donc voilà, donc je vais m'échauffer. Et puis après, ça sera parti, hein. Je vais boire entre deux trucs. Ça va être une séance assez courte. Comme ça va durer peut-être même pas 20 minutes, une demi-heure, je pense. 50 kilos, ça va être facile. Je vais prendre mon temps. Je vais me mettre correctement. Je vais bien m'échauffer. Profiter pour travailler un peu sur, sur des trucs de mobilité. Et voilà. Ça va pas être une séance très très difficile. Mais c'est comme ça. Donc après, je sais pas de quoi est-ce que je peux parler. Je vais vous expliquer pourquoi je fais quoi dans les échauffements. Mais voilà. J'aurais pu faire une semaine autre que le deload, hein. J'aurais pu faire une semaine de pivot où vraiment je change tout, mais c'est, je me sens fatigué et je préfère garder les mouvements que je connais. Ou alors j'aurais pu en profiter de faire une semaine d'introduction au prochain travail que je vais faire. Et finalement, je n'ai pas décidé de faire ça. Donc là, pour m'échauffer, moi je commence toujours par ça, par un massage où je masse mon diaphragme en fait. Je masse mon diaphragme pendant 20 secondes et j'essaie de garder une respiration nasale. Le but c'est quoi ici? C'est qu'en fait, tous les patterns de mouvement que vous allez faire, ils vont être liés en fait à votre respiration. Tout ce que vous allez faire, c'est lié à la respiration. Si la respiration elle n'est pas bien placée, elle est toujours en haut dans la poitrine, vous avez des patterns de compensation qui peuvent se mettre en place parce que c'est une respiration qui est liée à du stress, énormément de stress. Ok, donc il y a des douleurs qui peuvent être, on va dire, révélées à cause de ça. Et ça place le caisson, on va dire la cage thoracique, dans une position qui est pas vraiment alignée sur le bassin. Et en étant dans cette position qui n'est pas forcément alignée, on peut avoir une suractivation de certains groupes musculaires et notamment des patterns d'activation, donc des schémas d'activation des muscles qui sont moins bons. Et là, par exemple, il y a des zones à faire. Donc ça, c'est connu depuis très très longtemps, ce genre de méthode-là avec les frottements. Il y a des zones à frotter pour venir réactiver certaines, des bons patterns de mouvement. Donc ça, c'est la zone 1, là, celui où je viens frotter le diaphragme comme ça, là, comme je viens de faire, à peu près 20 secondes par point. Il faut plus ou moins appuyer. Ici, au niveau du psoas, en fait, ici, on vient réactiver notre psoas. Et ici, on vient réactiver nos fessiers en frottant derrière l'occiput. Et je le fais tout le temps. Au moins la zone 1 à faire entre les séries, pendant l'échauffement et tout. Parfois même pour aller dormir, avant d'aller dormir, hein. C'est pas besoin de faire ça juste pour l'entraînement. Faut le faire assez fréquemment pour que ça fonctionne. Et en faisant ça, en fait, je viens shifter mon système nerveux en mode pattern correct d'exécution sur de l'extension de hanche pour éviter que ce soit mes ischios qui prennent toute l'énergie ou les carrés des lombes qui viennent faire le mouvement. Et après, derrière, je m'échauffe. Enfin, je m'échauffe pour de vrai. Donc, moi, j'aime bien faire des rotations articulaires contrôlées à chaque fois
Pourquoi? Parce que du coup, c'est l'un des seuls moments où tu sollicites tous tes mouvements de la colonne ou de l'articulation cible en tout cas. Et le but, c'est de venir irradier le plus que je peux. Donc je serre les fesses, j'incline, je cherche à pas compenser et à ne faire bouger que ma région thoracique. Ok. Ensuite, normalement quand je fais du squat, bon je pense que vous n'allez pas voir, mais je vais me mettre en 4 appuis, donc je vais changer la caméra. Je vais vous mettre un peu plus bas. Hop là, allez. Comme ça. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je me mets en 4 appuis ici, et le but c'est de venir segmenter. Donc je vais venir pousser mon bassin vers le ciel, ouvrir. Et après je recommence, et le but c'est chercher à aller le plus loin possible. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est pas facile, il faut vraiment faire un effort de chercher à segmenter sans qu'il y ait rien qui bouge d'autre que ce que l'on veut comme étage articulaire. Donc vous voyez que d'abord je pars en extension, après là je suis là. Et ça, si vous avez mal au dos, c'est ce qui m'a sauvé moi. C'est le fait de le pratiquer beaucoup de fois. Ça redonne de la variabilité de mouvement. C'est assez cool. Et à le faire avec le plus de fréquence possible. En général, je le fais le matin au réveil aussi. Comme ça me fait 2 sollicitations dans la journée. Plutôt intéressant. Ensuite, il y a la hanche que j'aime bien faire. Vous pouvez la faire debout, vous pouvez la faire allongée. J'aime vraiment bien la faire allongée parce que ça vient bien isoler justement la hanche. Donc comme ça, je force mes rotations. Ce qu'il faut faire, c'est chercher à irradier partout aussi. Bloquant sa respiration, on serre tout. On cherche à bouger que la hanche. Sur les rotations. Ça, c'est quelque chose, si vous manquez de rotation externe, enfin, en fait, de mobilité dans la hanche, c'est longtemps le problème que j'ai eu sur le squat. C'est qu'en fait, ma hanche, elle compensait un peu tout avec mon dos. C'est-à-dire que comme ma hanche remplissait pas forcément sa fonction, c'est mon dos qui prenait un petit peu toutes les contraintes. Notamment en bas du dos et ma zone sacro-iliaque. Et j'ai eu des douleurs pendant 1 an et demi à pas savoir comment m'en débarrasser. Alors c'est pas glorieux, hein, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. On connaît pas tout. Et donc depuis que je fais ce genre de mouvement un peu quotidien, alors après en fonction de ce que je fais, parfois j'ai plus mal dans la journée, parfois j'ai moins mal. Si je suis très stressé, je sais que je vais avoir un peu plus de douleur. Très fatigué aussi, manque de sommeil, enfin. Mais avant, c'était peu importe que je dorme bien ou pas, j'avais mal dès que je faisais du squat. Je pouvais même plus me baisser. Il y a le fait aussi d'avoir été très sédentaire, je pense. Quand j'étais beaucoup assis, j'avais beaucoup mal. Il y a un moment où j'ai fait beaucoup de voitures aussi dans mes études. Donc j'ai été obligé d'être assis quasiment au moins 3 ou 4 heures en plus des études. C'est comme j'allais de Marseille à Toulon pour faire ma licence STAPS. J'étais obligé de conduire un peu longtemps, souvent avec des bouchons. Et c'était comme ça, quoi. Pas le choix. Donc bon, ça m'a valu un peu des douleurs. Et c'est sûr que quand je faisais pas le squat avant, j'avais pas ce genre de problème. Qu'est-ce que je fais ensuite par la suite? J'aime bien me mettre en position pigeon 90-90, venir un peu étirer. Parce que c'est souvent ce genre d'endroit où ça tire. Les positions d'étirement, il faut savoir qu'il n'y en a pas forcément qui sont forcément. Enfin, il n'y en a pas qui sont bonnes. Ce qu'on veut, si vous avez besoin d'aller chercher un tissu spécifique, c'est de l'étirer pour sentir ce tissu. C'est le seul truc qui est intéressant en fait. Dans le sens où si on vous dit vous mettez comme ça et puis comme ça et que vous sentez rien, pas la peine. Par contre, si vous avez besoin de vous ouvrir, de tirer un peu les fesses, de vous tourner un peu comme ça pour sentir que ça tire vraiment l'endroit qu'on vous demande où ça doit tirer, ajustez la position pour venir cibler vraiment la ligne de tissu dont vous avez envie de cibler en fait et de recruter. Et ce que j'aime bien faire, c'est me mettre un chrono et appuyer pendant 1 à 2 minutes dans le sol en cherchant à contracter la ligne de tissu que j'ai envie de recruter dans ce cas-là, la ligne un peu piriforme, moyen fessier, pour venir en fait, le renforcer et deux, aussi le détendre. Et je force à 30-40% juste dans le sol, comme si j'allais tourner mon pied. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien.
Encore 10 secondes. Et là, je vais changer de jambe. En tout cas, moi, ça m'enlève certaines tensions que je peux avoir dans le dos quand je fais ça. C'est assez bien. Voilà, quelque chose que je vous conseille de faire. Pourtant, on peut voir un peu plein de choses. Ne vous étirez pas avant les séances de squat, ne vous étirez pas quand vous faites de la force. Et pourtant, moi aussi, j'ai pensé comme ça pendant un moment. Et en fait, si vous n'avez pas de souplesse, vous n'avez pas accès déjà d'amplitude passive. Et donc forcément, si tu n'as pas accès à l'amplitude passive, tu ne peux pas développer de l'actif déjà. Donc ta mobilité sera forcément réduite. Donc s'étirer, c'est quelque chose d'important. Après, il ne faut pas juste s'étirer pour s'étirer. Attendre 2 minutes, avoir une amplitude et ne pas chercher à générer de la force dedans, ça sert à rien quoi en fait. Parce que c'est comme pisser dans un violon, hein, ça sert à rien. Vous êtes très très souple, mais vous n'avez pas de force sur les fins d'amplitude. Donc si vous n'avez pas de force sur les fins d'amplitude, vous n'êtes toujours pas mobile. En fait, vous avez juste de la souplesse et au pire, vous êtes hyperlaxe quoi. Donc bon. Le but de la mobilité, c'est réduire l'amplitude, on va dire de réduire la distance qu'il y a entre votre amplitude active et votre amplitude passive. C'est ça qui est important. Après, je le fais aussi pour les adducteurs parce que j'ai souvent mes adducteurs qui sont tendus. Là, le but, c'est chercher à ramener le pied. Donc je le plante dans le sol, je me mets dans une position qui me tire un peu. Voilà. Et là, je tire. Donc on appelle ça de l'isométrie positionnelle. Je tire pas beaucoup, hein, juste je force de façon à 30-40 secondes, histoire que ça s'enfonce bien dans le sol, que ça me renforce sur les positions où je suis un peu douloureux. Et puis voilà, hein. C'est déjà un travail, on va dire, préliminaire à ce qu'on peut faire après sur de la mobilité. Parce qu'on va souvent utiliser l'outil des Pales and Rails, donc des contractions progressives sur l'angle progressif, ils appellent ça. Contraction progressive, voilà, contraction isométrique sur angle progressif et contraction isométrique sur angle régressif. Donc sur des tissus étirés, sur des tissus raccourcis. C'est ça le but. Et allez, on va faire l'autre jambe. Et top, c'est parti. Alors ce côté, j'ai l'impression d'avoir plus de force. Un peu spécial. On se place bien, on peut se tenir ici. Et on appuie. Cherche à ramener le pied. On verra si j'en fais pas plus souvent des vidéos YouTube comme ça. Je vais regarder que mon téléphone il est pas lâché après là. Parce que je sais pas s'il va pouvoir enregistrer 10 minutes de vidéo d'affilée avec tout ce que je lui enregistre moi. Donc bon, pas dit qu'il puisse enregistrer mes demi-heures ou autres de vidéos de squat. Hein, ou autre chose. Au pire, vous verrez que le squat, c'est pas grave. Ça fera qu'une partie de la vidéo. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vidéo de 2 heures. Vous prenez ce qu'il y a à prendre dedans. Si vous ne prenez pas, c'est pas grave aussi. Hein. Tant il n'y aura que 20 vues et c'est pas plus mal. Hein. Mon fiche. Je fais ça pour moi de toute façon. Ah. Et pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc ouais, voilà, ça fait 14 minutes. Bon, bah, ça fait 14 minutes. Pas oublier de changer le cadre. Voilà. Normalement, après, je remets de la répétition dans le sens du mouvement à coup de 25 répétitions sur toutes les fonctions articulaires. Donc en hanche comme ça. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puis après, je change de jambe. Le but, c'est compenser avec rien. Chercher à bouger que l'articulation en question. Minimum de 25 reps par jour, c'est tout ce que vous pouvez faire. Hein.
Ensuite, il y a des rotations à faire. Putain, j'ai déjà essoufflé. Eh ben, il va falloir reprendre la course. Ah. J'ai même pas mis de musique, quoi. Ok. Et puis on va se mettre à squat pour de vrai. Voilà. Donc juste 50 kilos. Ça va être super léger. Prendre mon temps. Donc là je suis à 20, il n'y a rien. Voilà. Ça va être très très rapide comme séance. Là je suis à 20 kilos. Je vais mettre 10 et 5 et c'est fini. Voilà. Hop. Donc, le but c'est juste de bouger. Pas rester inactif pendant une semaine. Et puis voilà. Là je reprends un coup de 3 entraînements. J'ai un squat, un tirage et dips. Et après, j'ai quoi d'autre? Je me souviens plus. Oui, de la course et sûrement un 4 mouvements, mais j'ai dû le lever. Je sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus trop ce que j'ai mis, mais c'est vraiment léger. J'ai toujours 2-3 séries. Quelque chose de pas lourd. Vraiment, histoire de dire qu'on a fait quelque chose pour ensuite repartir la semaine d'après sur une vraie prépa, mais plus light, parce que du coup, j'ai plus vraiment de date de compète. Sûrement repartir en accumulation, construire du volume. Objectif, être un peu plus lourd partout. Puis voilà. Donc. Eh bien, on sent la fatigue quand même. On sent la fatigue. Voilà. Donc bon, tout ça là, cette vidéo, ça vient juste du fait que K-Swiss, il est dit qu'il fallait agir, et il a raison. Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un de me dire qui me dise qu'il faut que j'agisse? Non, je pense pas. Est-ce que je l'aurais fait s'il m'avait pas dit de faire ça? Je pense pas non plus. Est-ce qu'il a des bonnes idées? Oui. Est-ce que moi, parfois je suis un peu flemmard? Oui. Est-ce que je me dis, bon, qui c'est qui va regarder, ça sert à rien? Est-ce que c'est des excuses? Oui. Est-ce que ça servira à quelqu'un? Peut-être pas. Est-ce que ça me servira à moi? Ça c'est sûr. Voilà. Et puis peut-être que ça servira à quelqu'un aussi, on sait pas. Il y a des informations dans ce que je dis là en soi. Là, je vous mets juste un squat, mais au final, il y a un peu de tout. Je vous explique pourquoi ce que j'utilise les principes de FRC, des trucs que j'apprends moi dans les formations. Donc bon, ça c'est quelque chose, je me dis, se former, il faut se former tout le temps. Je fais que lire et tout, vous vous rendez pas compte du travail qui est fourni pour juste faire des trucs comme ça. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû me foutre en high bar pour tester. Tiens pas. Puis plus qu'un. Plus qu'un, puis ce sera bon. Ouais, ça fait une petite vingtaine de minutes. Allez, ça fera une vidéo d'une demi-heure. Je vous la mettrai sur YouTube, vous la regardez tranquillou comme vous voulez. Puis voilà, là il y avait un débat qui était assez intéressant. Je vais boire un coup parce que parler ça donne soif. Un débat qui était assez intéressant, à savoir, c'était, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'un coach, pardon, il doit être aussi fort qu'un athlète? Parce que moi, j'ai participé à la compétition de SBD Showdown ce week-end, mais je suis pas vraiment hyper fort. J'ai même, pour tout vous dire,
C'était une compétition à l'indice. Alors après, il y a le règlement, le jugement qui, voilà, qui est ce qu'il est. Je peux pas aller contre ça non plus, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai fini dernier à la compétition à l'indice au final, hein, si on regarde, sans compter les filles. Et même je pense que sans compter les filles, j'étais peut-être dernier aussi. Je sais pas. Pas pour dire que je suis vraiment mauvais. Les autres étaient forts. C'est juste que le squat, il me retarde beaucoup, ça c'est sûr. Parce que je suis pas très fort en squat. Et qu'après, j'ai perdu pas mal de kilos à droite à gauche, notamment sur le muscle up. Un muscle up, je suis capable de le passer à peu près à 20 kilos. Là, il n'était pas assez rep selon les juges. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Pareil pour la traction. Pareil pour le dips. Le dips, c'est vrai que en termes d'amplitude d'épaule, j'étais un peu limite. Mais j'étais quand même content parce que j'ai passé 97 kilos. Je pense que j'aurais pu envoyer 100 kilos, voire 102. Même si c'était pas rep, je m'en fous. Au contraire. Et voilà quoi. Et donc, le débat qu'il y a, c'est est-ce que être un coach, c'est nécessairement être le plus fort de tous les athlètes? Est-ce que être un coach, ça nécessite d'avoir des titres de champion de France, de championnat du monde? Parce que j'ai un titre de champion de France, enfin de vice-champion de France en traction lestée à 65 kg. C'est pas la plus lourde et franchement, vu le nombre de participants qu'on était, voilà, c'est comme ça. J'ai été champion une année dans certaines conditions. Je serais peut-être pas champion dans toutes les conditions. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que du coup c'est nécessaire que le coach il squatte 200 kg, qu'il tire 80 kg quoi? Il faut un minimum de performance, mais c'est pas parce que tu sais faire et que tu as 300 kg au squat que tu sauras faire aux autres. Ça c'est un peu mon avis. Il faut de l'expérience, il faut pratiquer sur soi, il faut avoir l'expérience de terrain. Après il y a toute la partie, c'est pas des excuses, mais toute la partie génétique qui va jouer. Il faut un minimum de performance. On va pas progresser tous de la même façon. J'ai un athlète qui était venu me voir, qui avait 200 kg au squat quand il est venu me voir, il a progressé à 50 kg. Clairement, il avait pas un squat de débutant, mais il avait une marge de progression d'un débutant, quoi. Le gars, il était débutant en fait, mais il était débutant, le mec débutait avec 200 kilos, voilà, c'est tout. Moi, c'est pas compliqué. J'ai, comment dire, j'ai débuté mon squat avec 70 kg. Voilà. La première fois que j'ai fait du squat, j'avais 70 kg. Donc, forcément, quand le gars il vient et il squatte 200 kg, le gars il est déjà fort en fait. Il est déjà super fort comparé à moi qui squattait à peine 70. Donc j'ai une marge de progression plus importante, mais c'est pas dit qu'un jour j'arrive à squat 200 kg. Ou en tout cas, ça sera compliqué. Après, forcément, on n'a pas le même poids et tout. Hein. Moi, je suis dans les moins 66, lui dans les moins 87. Et là, aujourd'hui, maintenant, il est à 270 kg. Donc, en un an, il a progressé, en 10 mois même, il a pris 50 kg, 55 kg sur son squat. Et un an plus tard, il reprend 20 kg. Donc, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Moi, c'est parce que j'avais ma hanche qui était complètement pétée et mon dos qui faisait mal. J'ai mis énormément de temps. Et en soi, j'ai pris, du coup, oui, j'ai pris énormément de kilos. Parce que de 70 kilos jusqu'à 122, et je pense que j'avais 130, mais arrêtons-nous à 122, ça fait un plus 50 aussi au final. Hein. Plus 52. Mais j'ai démarré avec 70. Est-ce que je vais refaire un plus 50 dans un an? Je sais pas, ça ferait un 170 au squat. C'est pas impossible, mais c'est comme quoi l'amplitude de progression est la même, mais la marge ne sera pas la même. Et... C'est un peu haut, mais c'est pas grave. Donc voilà, chacun son niveau, hein. Malheureusement, c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose. Ça on choisit pas. Moi, j'étais plutôt fort sur le haut du corps. C'est pour ça que j'ai fait les planches et tout. Est-ce que mon bas du corps, il est laissé à désirer? Oui. C'est un peu pour ça que je suis parti, que j'ai commencé à faire du squat aussi. Parce qu'il fallait être un peu plus complet. Donc bon. Voilà, j'en ai plein, moi, des clients que je coach en ligne, en street, qui sont plus forts que moi. J'ai un client voilà, qui squatte 270, et j'en ai un autre qui squatte quasiment 200, il est à 190 kg. J'en ai un autre qui squatte dans sa meilleure forme 210 kg. J'en ai un autre qui squatte 170. Moi, je squatte à peine 122.
Donc voilà. Est-ce que pour autant ça veut dire que je suis un mauvais coach si les autres progressent? Je pense pas. Ça veut juste dire que j'ai mon niveau, il est ce qu'il est. J'ai des compétences que j'acquéris en termes de connaissances, que j'applique, que je mets sur moi avant d'essayer sur les autres, que je transmets ensuite, et auxquels je crois, et forcément je peux me tromper, mais on ne réinvente pas la roue. Il y a des principes qui sont immuables, et c'est du coup pas parce que tu squattes pas 200 kills que tu es un mauvais coach. Tu tractionnes pas 100 kilos, tu es un mauvais coach, c'est pas vrai. Tu peux être un champion du monde et être un mauvais coach. Comme tu peux être un champion du monde et être un bon coach. Comme tu peux ne pas être un champion du monde, être un mauvais coach aussi. Et comme tu peux être un bon coach sans être un champion du monde. Ou de national ou autre. C'est tout. C'est tout. Il faut juste un peu d'expérience aussi dans la discipline qu'on a. Les préparateurs physiques en général, quand ils font des analyses de la discipline, dans laquelle ils vont faire la préparation, ils ont fait une analyse, ils n'ont pas forcément pratiqué. C'est quand même un plus d'avoir pratiqué parce qu'on comprend un peu plus certains phénomènes qui peuvent se passer, mais c'est aussi un défaut dans le sens où ça peut emprisonner dans un seul schéma de pensée. Alors que le fait de ne pas être spécialiste de la discipline peut apporter un renouveau ou peut amener à vouloir faire des choses qui ne sont pas faites via la culture du sport ou autre. Même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué parce que s'il y a culture, ça veut dire qu'il y a croyance. Et donc s'il y a croyance, il faut essayer d'aller pas contre les croyances, mais de faire aux autres avec leurs croyances en leur faisant soit évoluer leurs croyances, soit en acceptant que elles seront toujours là et que du coup on va devoir trouver un compromis pour faire ce que nous on veut faire, tout en acceptant que cette croyance-là dans ce domaine de sport-là restera. Et donc, comment est-ce que je peux moduler mon apprentissage ou ce que je veux faire passer à la culture du sport, à la culture du sportif, à ses croyances à lui? C'est un compromis à faire et ça c'est intéressant. Bon, il me reste une série là. Ouais, c'est ça, une petite demi-heure. Le 6-6 squat, le lying leg curl, et puis basta. Hein. Basta cosy après. Allez, j'en fais un petit dernier. Yoppa! Il faudra que je prenne le matériel pour aller faire le coaching à 14h. Shindam. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Ça c'est bon. Aïe. Le 6-6 squat, vous pouvez vous tenir, vous n'êtes même pas obligé. Pointe de pied. Et 1, 2, 3, 4. Et un dernier. Et 8. J'ai que 2 séries à faire comme ça. On va aller faire le lying leg curl. Alors, j'ai rien pour le faire, à part un TRX, donc c'est pas vrai, j'ai de quoi le faire. Comme ça, je vais vous le baisser. Je vais baisser le TRX, je vais mettre les pieds dedans. C'est un peu dur, différents niveaux à faire. Mais c'est intéressant quand on n'a pas de machine à ischio. Voilà, un peu de côté. On met les pieds dans le TRX. Hop là. Comme ça. Les mains au sol ou pas forcément. On appuie sur les épaules. Je viens un peu tendre et je ramène. Alors après, il y en a, ils préfèrent mettre que les talons. Un peu plus facile pour pousser. 2, 3, 4. Si c'est trop dur, vous glissez les fesses en bas et vous faites que ramener. 5, ça marche aussi. 6, 7 et 8. Ok. Oh. Eh bien, c'est quand même plus agréable avec la machine. Allez, et puis qu'une dernière série. Et après, on s'en va. On va aller manger. Voilà, donc ça, par contre, le 6-6 squat, c'est assez intéressant. Ça remplace un leg extension. Possibilité de se lester avec quelque chose. Je vais remodifier la caméra, pardon.
possibilité de se lester. Donc attendez, hop, on recule. Voilà, parce que je vais vous la mettre en mode brut, hein, la vidéo là, on est en full authenticité là, je vous cache rien, je vous montre tout. Par exemple, allez, comme je vais faire mon fragile, je vais prendre 2 kg. Je mets le poids comme ça, ici, je m'accroche, allez on va se mettre là, comme ça vous voyez bien. Pointe de pied, je descends le plus bas que je peux et je remonte. Ici c'est juste pour l'équilibre. Et 8. Et voilà. Très bon exo. Et le dernier, la leg curl. Ouh, ça chauffe les quads quand même. Allez, je vous laisse comme ça. Voilà, donc on est bientôt à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Thibaut InShape, il fait ça aussi. J'avais bien aimé, moi. C'est un truc que tu peux mettre au fond, en fond de quelque chose. À écouter des pods. Enfin, ça fait presque un podcast. Hein. Peut-être pas trop d'informations. Mais je vous explique ce que je fais, quoi. Yeah. C'est presque un vlog. On pourrait l'appeler pas la pensée du jour parce que ça c'est Sean de Upside Strength, désolé pour mon anglais, qui fait ça. On pourrait l'appeler l'entraînement du jour ou le le coffee training. Alors training and coffee. Comme ça vous prenez le café et moi je m'entraîne et je vous parle. Ça pourrait marcher ça. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Je marquais training and coffee 1. C'est presque des vlogs. Science de l'entraînement. Ou... Voilà, je vais vous discuter avec vous de ce que je fais, de ma journée. Donc là voilà, maintenant c'est terminé. Prochain entraînement, ça sera demain sur le haut du corps. Traction dips, je crois que j'ai des muscle up aussi. Ce sera tout au poids du corps quasiment, histoire de ne pas trop traumatiser. Je reviendrai ici demain matin dans la petite salle à moi. Et voilà quoi. Après je crois qu'il y aura des abdos aussi. Là il est 12h13, il faut que je rentre sur Marseille. Je mange, je prends du matériel ici pour aller coacher en présentiel une dame qui s'est cassé le coude. Vers 14h, j'y vais. Et une fois que j'ai fait ça, après, je retourne chez moi. Je prends le métro, je vais à la salle où je coach à partir de 17h. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 20h. Et puis demain matin, rebelote ici pour un coaching à 8h. Et une fois que j'ai fait ce coaching à 8h, je m'entraînerai. Il faudra que je regarde le mentorship aussi, que je prenne des notes. Et on recommence et publier du contenu. Demain, il y aura une vidéo aussi qui sort sur Instagram, sur la fréquence d'entraînement. J'ai une vidéo qui doit sortir aussi, qu'il faut que je tourne sur la progression linéaire, le step loading, le wave loading et l'ondulation tout simplement, l'undulated loading, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment on fait, et comment est-ce qu'on périodise, et qu'est-ce que ça veut dire quand on périodise en fonction des différentes méthodes et tout, et qu'en fait c'est que des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc voilà, si ça vous a plu, regardez ça un petit peu comme vous voulez, mettez un commentaire, en tout cas je l'ai fait pour moi. Je suis passé à l'action, sorti de ma zone de confort, je mets ça sur YouTube. Je mettrai un extrait sur Instagram aussi pour annoncer le Training and Coffee épisode 1. Et voilà. A plus les mecs et à bientôt pour d'autres aventures.